Si vous avez été faire un tour sur la chaîne YouTube récemment, vous avez pu vous rendre compte que la dernière vidéo était le vlog de Chypre. J'ai pris sol dans mon ciel azur, entre les rires et les aventures. On danse, on chante, on se moque bien, ajoutons en souvenir un verre de vin. On a passé des super vacances, tout ça, mais si vous avez été attentif, à la fin de cette vidéo, il y avait un petit easter egg. Alors, effectivement, sur tout le séjour, il manque des jours. Parce qu'on a été visiter un endroit bien particulier de cette île, qui méritait une vidéo à part entière. Cet été, laissez-vous séduire par le charme oublié de la Méditerranée. Découvrez Varosha, la perle de Chypre, là où le soleil embrasse les plages dorées et où le temps semble s'être arrêté pour mieux vous faire rêver. Flânez sur la promenade en front de mer, dansez jusqu'au bout de la nuit dans nos discothèques en bord de plage ou détendez-vous à l'ombre des palmiers. Varosha, c'est l'élégance à la mode 80, le farniente à son apogée. Et pour les amoureux de découverte, laissez-vous surprendre par la culture chypriote, la gastronomie ensoleillée et des couchers de soleil inoubliables. Varosha. Le silence. Voilà tout ce qui reste du quartier de Varosha, dans la ville de Famagoust. Quand on arrive sur les lieux, c'est vrai que c'est assez difficile de se rendre compte qu'autrefois c'était une station balnéaire de luxe. C'est quand même impensable que dans les années 60-70, Varosha était considéré comme un petit coin de rêve par les riches. D'autant plus que Varosha était voué à un avenir prometteur. Son surnom était le Miami de la Méditerranée. Alors c'est vrai que quand on arrive sur place, on est en droit de se poser la question de comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé à avoir un quartier d'une ville aussi riche, aussi puissant aux yeux du monde, complètement à l'abandon, délaissé par sa population, délaissé par son propre état, par sa propre île. Eh bien parce que la réalité n'est pas toujours aussi rose qu'on le dit. Certes, Varosha a été désigné comme le Miami de la Méditerranée, mais derrière ces airs de luxe, de richesse et de beauté, d'autres événements venaient salir le tableau de ce joyau de la Méditerranée. En 1878, l'île passe sous contrôle de Londres et devient une des colonies en 1925 et rentre sous la domination britannique. Très vite, les tensions montent entre les communautés chypriotes grecques, qui veulent l'union avec la Grèce, et les chypriotes turcs, qui s'y opposent. Dans les années 50, la guérilla éclate. Un groupe armé, appelé EOKA, combat les Britanniques, mais aussi les chypriotes turcs. Le climat devient de plus en plus tendu. La République de Chypre est fondée, mais avec un équilibre fragile entre les deux communautés, turques et grecques. Le Royaume-Uni garde deux bases militaires. Le Royaume-Uni devient garant de la paix sur l'île. Mais comme on pouvait s'y attendre, l'équilibre ne tient pas. Dans les années 60, des violences éclatent. L'ONU envoie une force de maintien de la paix, l'île est sur le fil. Et c'est précisément le 15 juillet 1974 qu'un coup d'État éclate. Organisé à Nicosie dans la capitale, et soutenu par la junte militaire grecque, le président Makarios est renversé. Mais dans quel but? Le but était simple. Pour les chypriotes grecs, il fallait rattacher Chypre à la Grèce. Mais comme on pouvait s'y attendre, les chypriotes turcs n'allaient pas laisser faire ça. En réponse, la Turquie lance une invasion militaire le 20 juillet, pour protéger les chypriotes turcs. L'armée turque progresse rapidement. En quelques semaines, elle occupe le nord de l'île, dans la ville de Famagoust, et donc le quartier de Varosha. En quelques heures, les habitants de Varosha fuient en laissant tout derrière eux. L'armée turque encercle le quartier et interdit l'accès à toute personne, même aux civils chypriotes turcs. Varosha devient donc une ville fantôme. Pendant plus de 45 ans, personne n'y entre. Les bâtiments tombent en ruine, la nature reprend ses droits. Tout est resté comme en 1974. Depuis cette année, Chypre est divisé en deux. Le sud contrôlé par la République de Chypre et le nord par la République turque de Chypre Nord, reconnue uniquement par la Turquie. Entre les deux, une ligne verte, surveillée de très près par l'ONU. Le Royaume-Uni, pourtant garant de la paix avec la Grèce et la Turquie, n'interviendra pas pour arrêter l'invasion. Sa neutralité est aujourd'hui encore critiquée. Certains y voient un refus d'intervenir entre deux alliés de l'OTAN, d'autres parlent d'un calcul stratégique. Et ce n'est qu'en 2020
que le nord de Chypre réouvre partiellement Varosha aux visiteurs. Une décision très critiquée et dénoncée par la République de Chypre, l'Union européenne et les Nations Unies. Car selon le droit international, les propriétés de Varosha appartiennent à leurs habitants d'origine. Beaucoup espèrent encore pouvoir y retourner, mais aujourd'hui la ville reste une vitrine politique et un territoire très disputé. Nous sommes actuellement en 2025 et le conflit n'est toujours pas résolu. Des tensions règnent encore sur l'île. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend que Varosha est bien plus qu'un lieu abandonné. C'est le symbole d'un conflit non résolu, d'une blessure encore ouverte. Chaque immeuble vide, chaque route envahie par la végétation, chaque souvenir figé dans la poussière nous rappelle que la paix, même signée sur le papier, reste fragile. Peut-être qu'un jour, Varosha revivra, mais pour l'instant elle reste le témoin silencieux d'une guerre oubliée. Ouais, ça y est, on est arrivé à Varosha. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même spécial comme ambiance. Oui. Forcément, il y a tous les bâtiments qui sont complètement détruits. Bon, là, il n'y a pas marqué ONU, on a le droit. Oui. Non, c'était que le bâtiment là-bas. Et c'est quelque chose quand même. L'ambiance, elle est hyper étrange. Mais la ville, elle est immense, à perte de vue, quoi. Quand même bizarre. Hein. En fait, j'ai l'impression que ça n'a pas trop évolué. Enfin, tu vois, quand tu te balades dans Limassol, par exemple, j'ai l'impression que c'est le même bâtiment. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste qu'ils sont pas entretenus. C'est ça. Waouh, la vache. Mais en fait, il y a une très grosse contradiction entre le fait qu'il y ait des militaires de partout, plein d'endroits où tu n'as pas le droit de filmer, où tu n'as pas le droit d'aller, et après, il y a des gros touristes. Voilà, comme ça, en minivan. Voilà, avec lui tout seul, mais des minivans et des vélos de partout, et nous, ils nous regardent comme des extraterrestres. Quand on est arrivé sur place, on a été impressionné de voir le monde qu'il y avait. C'est vraiment des centaines et des centaines de personnes qui s'entassent à l'entrée de Varosha, où il y a des gardes qui gèrent le flux et la sécurité. Et nous, il se trouve qu'on a été fouillés. Et on a eu le droit à un petit interrogatoire parce qu'on avait de l'équipement vidéo. Directement, ils nous ont posé la question de savoir si on était des journalistes. On a bien compris que les journalistes n'étaient pas forcément les bienvenus. Quand on passe ce fameux portail de sécurité, on a le choix de louer des vélos, de louer des trottinettes électriques, ou de le faire à pied. Nous, on a décidé de le faire à pied pour voilà, vraiment prendre le temps de voir, on va dire, l'ampleur des dégâts, de comparer avec l'histoire qu'on connaissait de Varosha, parce qu'on y a été voilà, en connaissance de cause. Le problème, c'est que c'est pas le cas de tout le monde, et c'est le cas de personne, à vrai dire. Il y a énormément de touristes qui viennent pour se baigner, à Varosha, parce qu'on peut se baigner sur la plage à côté des immeubles abandonnés. On a vu plein de pseudo-instagrammeuses en talons, jupes courtes, à faire des photos devant les bâtiments, etc. Bon, je trouve ça un peu glauque, mais bon, c'est un choix. Le fait qu'il y ait autant de touristes, bah forcément, et que ce soit pas, l'entrée soit pas payante, bon, encore heureux. J'ai envie de dire, mais ça ramène énormément de fouteurs de merde, quoi, qui vont essayer de rentrer dans les maisons, qui fracassent des vitrines, qui dégradent les lieux, alors que, ben, on rappelle que c'est des maisons de personnes qui ne peuvent plus revenir dans leur maison, parce que le quartier est bloqué justement pour cette activité touristique. Et même en parlant avec le chauffeur de taxi, même lui comprenait pas la décision, et on sent que le climat est encore tendu entre la partie turque et la partie grecque. C'est très compliqué, et on n'a pas réussi à avoir beaucoup d'infos, il voulait pas trop nous en parler. Et à côté de ça, il y a aussi des zones du coup militaires de l'ONU, donc on n'a pas le droit de filmer, pas le droit de prendre de photos, c'est ce qu'on dit dans la vidéo. Donc il faut être très sérieux avec ça. Respecter les lieux, sauf que bah, y en a énormément qui le font pas, donc c'est vrai que c'est très compliqué. L'ambiance est assez bizarre, parce que d'un côté, on a justement cette ville qui est abandonnée. Quand on connaît l'histoire, c'est très perturbant et un peu flippant. On a l'impression que voilà, on n'a pas le droit d'être là. Et à côté de ça, il y a des touristes qui font absolument n'importe quoi, qui dégradent les lieux. Et on a les forces de maintien de la paix de l'ONU qui viennent mettre des branlées à certains parce qu'ils font n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est un climat très tendu, surtout que on l'a pas dit, mais quand on passe la frontière, déjà on peut pas la passer avec notre voiture, parce que les voitures de location sont pas assurées pour le côté turc. Donc on se gare avant et on passe la frontière à pied.
Mais en passant la frontière à pied, justement, on a le temps de se rendre compte que sur les côtés, voilà, il y a encore des mines antipersonnelles, et donc il y a des barbelés partout pour éviter que les touristes ou les civils y aillent foutre les pieds, quoi. Ce serait qu'on qu'il y ait une connerie, donc on espère que ça s'améliorera. C'est ce qu'on se disait quand on était sur place, et on trouvait ça intéressant de partager cette histoire avec vous, parce qu'elle est peu connue, mais elle est quand même intéressante sur le fond. Le Royaume-Uni garde toujours cette espèce de tutelle pour assurer un maintien de la paix. Ça n'a pas trop l'air de fonctionner, on va voir ce que ça va donner dans le temps.